Le déplacement à Auschwitz du tribunal de Francfort aura sans doute pesé plus lourd que bien des témoignages sur le cours d'un procès qui dure depuis plus d'1 an. Auschwitz. Comment ne pas voir ressurgir ici, derrière les barbelés restés intacts, les visages de ce peuple conduit à la mort, une mort voulue, organisée. Comment éviter la vision de ces colonnes d'enfants en pyjama rayés, promis au gaz ou à la piqûre en plein cœur. Auschwitz, où il fallait qu'il ne reste que des cendres, et parce qu'il pouvait encore servir de pauvres hardes et des cheveux. On a peine à imaginer ce que ces souvenirs ont pu provoquer après plus de 20 ans sur le docteur Lucas, qui fut médecin du camp, le seul des accusés du procès de Francfort qui ait accepté de revenir sur les lieux du plus effroyable des crimes. Le premier jour de l'année, le monde entier, ou à peu près, avait rendez-vous à l'Élysée avec le président de la République. Dans son allocution, le doyen du corps diplomatique a notamment déclaré « Il semble que nous soyons entrés dans une période de l'histoire où les hommes pourraient cesser de s'opposer pour former enfin une humanité. » 80 ambassadeurs et 25 chargés d'affaires étaient venus présenter leurs vœux au général de Gaulle. À la suite de l'inauguration de la section de l'autoroute du Nord Le Bourget-Senlis par le ministre des Travaux publics et des Transports, la France a quitté 1964 avec 485 km d'autoroute en service. On nous promet 178 nouveaux kilomètres en 1965. Au cours de l'année 65, les experts économiques prévoient un nouveau bond des industries chimiques en France. Ce bond, dans un domaine encore riche de promesses, impliquera la création d'usines nouvelles, autrement dit des investissements, des capitaux. La croissance industrielle et économique prévue impliquera dans le même temps le développement des usines existantes, le renouvellement des machines, comme ce fut le cas pour cette importante imprimerie française, maintenant équipée des rotatives héliogravures les plus modernes d'Europe. Ici encore, d'importants capitaux devront intervenir. Le Crédit National, qui assure par ses prêts dans les secteurs industriels et commerciaux le développement économique, aura encore à s'employer largement en 1965. Il sera, à l'échelle nationale, le stimulant nécessaire de l'expansion attendue. Ils ne sont pas rares aujourd'hui ces chemins des hautes terres où plus rien ne passe parce qu'ils ne mènent plus à rien. Combien de villages de France l'attrait des villes a-t-il transformé en spectre? Tourette était en Haute-Provence un de ces villages déserts sous un ciel magnifique. À Tourette pourtant il s'est passé quelque chose. La vie est revenue dans ces rues mal pavées. Et ici, derrière les vieux murs, le battant d'un métier de tisserand va et vient au rythme lent des choses d'autrefois. Des artisans sont venus ici comme vers un refuge, fuyant l'agitation des villes, si bien que la ville qui l'a vidée a elle-même repeuplé Tourette, devenue village d'artistes. À Grimone, sur les pentes du Vercors, il s'est également passé quelque chose, autre chose. Des étudiants sont venus restaurer le village abandonné pour le rendre accueillant aux enfants inadaptés. Sur le plateau de Roure, en Lozère, c'est encore autre chose. Les harkis des lointains hauts plateaux où pousse l'alpha ont pris la succession des paysans du Massif central. Au détour du chemin, le village abandonné, hier, a offert le spectacle d'un village des Aurès. L'Auvergne ici s'est mise à sentir le méchoui. Les bergers sont revenus sur le plateau déserté et c'est une nouvelle pastorale qui a commencé.
Les pêcheurs de Terre-Neuve, nul ne l'ignore, ont toujours marqué un net intérêt pour la morue. Et comme la morue est friande de calmar, les pêcheurs de Terre-Neuve se sont par conséquent toujours intéressés au calmar. 1964 a amené sur les côtes des quantités de ces mollusques qui constituent un appât idéal pour les campagnes de pêche. Et à la ligne ou au filet, on en a fait une récolte à peu de choses près miraculeuse. Dans ces conditions, la pêche à la morue se présentait sous les meilleurs auspices pour les pêcheurs canadiens. D'autant qu'ils n'auront pas de souci à se faire pour l'écoulement de leur cargaison. Une nouvelle usine vient d'entrer en action en Nouvelle-Écosse et elle semble capable, en raison de sa mécanisation, d'absorber facilement un certain nombre de milliers de tonnes de poissons pour en faire par exemple des filets. Mais on peut faire ici toutes sortes de choses du poisson. On peut en faire des croquettes. On peut aussi, en débitant à la scie des blocs de chair de poisson surgelés, fabriquer des bâtonnets, bientôt transformés en beignets dans une friteuse capable d'en cuire 1 tonne à l'heure. Etc., etc. Le métier de chauffeur de taxi n'est pas de tout repos, en particulier à Moscou où ce singulier passager sème l'effroi dans la corporation. Il mène exactement la vie du plus banal des animaux domestiques. C'est, paraît-il, le plus doux et le plus sociable des compagnons. Mais le grand mérite de Walter Zapachny, c'est de réunir chaque soir dans la même cage du cirque de Moscou des ennemis aussi irréductibles que lions, tigres, panthères et lynx. Une douzaine de pensionnaires au caractère ombrageux et au tempérament batailleur, mais dont l'agressivité n'exclut pourtant pas une certaine propension pour des arts plus délicats. Tous obéissent au doigt et à l'œil. Devant une telle arche, le vieux Noé fait figure d'amateur. On les imagine volontiers en descente de lit, mais il faut s'appeler Zapachny pour en faire son voisin de couchette.